Bien, donc on va passer au chapitre important de la soirée, chapitre ressources. On va donc céder la parole à David, qui va nous faire cette présentation du débat d'orientation budgétaire, donc exercice réglementaire en amont du vote du budget, qui aura lieu au mois de décembre. Donc ce DOB, comme on l'appelle, est un moment important, puisque c'est celui qui nous permet de prendre pleinement conscience de la réalité budgétaire de notre PCI, dans un contexte national voire international, et qui nous permet ensuite, le mois suivant, décembre, je veux dire, de voter pleine conscience de la situation, notre budget. Voilà, donc David, je te cède la parole. Merci David. Donc il y a 115 vignettes de présentation. En commission finance, la dernière fois, on a présenté ça en 1h15, je crois. Mais on a pris le temps. Là, on va prendre le temps, mais je vais essayer d'être assez rapide et concis dans les observations. Mais on va partir dans l'introduction. Donc on rappelle dans l'introduction que le débat sur les orientations budgétaires est une étape importante et obligatoire dans le cycle budgétaire annuel des collectivités locales. Il doit permettre de discuter des orientations budgétaires, être informé sur la situation financière de la collectivité, de mesurer les incidences financières des projets du PPI. Donc, présenté en Conseil des ministres le 22 septembre dernier, le projet de loi de finances 2022 ne prévoit pas de bouleversement majeur pour les collectivités, mais procède à quelques changements sur le front des finances locales pour une réforme à minima des indicateurs financiers. Les projets de loi de finances de dernière année présidentielle sont en effet traditionnellement peu propices aux réformes structurantes pour les collectivités. C'est pourquoi une partie de ce document est consacrée au diagnostic fiscal et financier de notre territoire communautaire. Donc au sommaire, les points qui vous seront présentés, donc le contexte économique et la trajectoire des finances publiques à l'échelle nationale, les principales dispositions de la loi de finances 2022, le diagnostic financier et fiscal du territoire, les informations relatives à la structure et à la gestion de l'encours de la dette, les projections budgétaires en matière de charges de personnel, et ensuite une analyse financière rétrospective au regard des orientations budgétaires. Donc, dans la première partie, c'est des documents que vous commencez, ou des graphiques que vous commencez à voir régulièrement. On voit le taux d'évolution du niveau de PIB au niveau national sur les 70 dernières années. On a vu un débat il y a quelques temps, vous savez, sur l'indexation de ce taux de TVA que l'État souhaitait donner aux collectivités, et en prenant en projection l'évolution qui serait plus propice. Et on avait parlé de ça il y a 1 an et demi, 2 ans, en disant que tous les 15 ans, il y avait une crise économique qui tombait, et malheureusement, on était un petit peu prévoyant pour le coup, parce qu'on se rend compte que c'était un peu plus rapide avec le Covid, que personne n'avait vu venir. Mais on voit bien que tous les 15 ans, entre la guerre d'Algérie, le choc pétrolier, la crise du système monétaire européen, la crise des subprimes et aujourd'hui la crise Covid qu'on vit, tous les 10-15 ans, on retrouve une crise qui vient plomber les comptes de l'État. Donc parmi les plus fortes récessions, la France a connu en 2020 l'une des plus fortes récessions et n'a pas retrouvé le niveau de PIB en valeur de l'année 2019. Donc on met des éléments de comparaison avec des pays voisins ou au niveau mondial. Je ne rentre pas dans le détail des chiffres, hein, c'est juste pour vous présenter la situation. On vous met les hypothèses de croissance retenues par le gouvernement dans l'équilibre du budget 2022, plus 4%, qui ont été jugées comme plausibles par le Haut Conseil des finances publiques. Donc voilà, vous voyez l'évolution et la projection sur le PLF 2022. On reprend ensuite dans le document d'après un déficit prévisionnel de 206 milliards en 2021, qui représente 8,4% du PIB. Un déficit public donc qui augmente en 2020 principalement en raison des mesures de soutien d'urgence à 69,7 milliards et la diminution des recettes et des cotisations sociales pour l'État et les organismes de sécurité sociale pour moins 52 milliards. Ici, vous avez la projection de l'endettement prévisionnel 2021 de 2836 milliards, qui représente, alors on parlait avant de 100% du PIB, là on explose les chiffres, on est à 116% du PIB. On voit surtout l'évolution depuis 1978, ce que ça représente. Donc je rappelle que dans la dette publique sont concernés bien sûr l'État, mais pas que. Nous-mêmes, collectivités locales, nous avons notre quote-part au sein de ce déficit public. La seule différence entre l'État et nous, c'est que nous, on doit équilibrer nos comptes et être dans le vert, et que l'État peut se permettre d'être dans le rouge. On voit l'évolution de la dette concentrée essentiellement sur l'État. Donc vous avez des graphiques, bien sûr. On voit qu'entre 1995, l'État était à 441 milliards, et on arrive sur 2021 à 2478 milliards. 1995, pardon. Et quand les administrations publiques locales étaient à 95, sont passées à 219. On peut passer.
On vous rappelle l'équilibre budgétaire. Donc dans vos communes, vous connaissez, c'est la même présentation. Hein. Ce sont le budget de fonctionnement qui normalement doit permettre de dégager un excédent de fonctionnement pour pouvoir investir. Quand on regarde le budget de l'État tel qu'il est présenté, on a un total de 426 milliards, donc qui concerne un certain nombre de charges à caractère général, dépenses de personnel, et on voit qu'il y a un déficit de fonctionnement de 115 milliards. Donc il y a un prélèvement sur l'emprunt pour financer la section de fonctionnement. Vous avez quelques autres graphiques que je vous propose de passer, très difficile à lire en plus. Donc on vous rappelle qu'à l'approche des élections présidentielles, le projet de loi de finances n'aborde pas la question du remboursement de la dette Covid. On peut toutefois s'interroger sur une éventuelle contribution mise à la charge des collectivités dans les années à venir. Par ailleurs, avec la réduction du levier fiscal, l'enjeu de demain pour les collectivités est d'être en capacité de maîtriser leurs dépenses, qu'elles maîtrisent de moins en moins avec les augmentations diverses et variées, exemple électricité, gaz, carburant, coûts de construction, arbitrer et proportionner les projets d'investissement aux réels besoins de la population, et d'adopter une lecture pluriannuelle de leurs budgets locaux pour assurer un bon pilotage. Comme je vous l'ai dit en préambule, le projet de loi de finances ne prévoit pas de grands bouleversements. Il y a de petites incidences financières faibles et ou à lisser dans le temps. Donc on rappelle que la stabilité de l'enveloppe globale de la dotation globale de fonctionnement à 26,8 milliards, un effort massif qui se poursuit en matière d'investissement local, poursuite du plan de relance et dotations de soutien à l'investissement de droit commun sont maintenus à un niveau historiquement élevé de 2,3 milliards. Un abondement exceptionnel de 337 millions est prévu sur la décile en 2022, sur une réforme des indicateurs financiers, potentiel fiscal, ajout de nouvelles recettes fiscales et effort fiscal, simplification de calcul. Un mécanisme de correction permet une neutralisation complète en 2022, avec lissage des effets jusqu'en 2028. Et une autre chose qui a été jugée contre-productive, la réforme sur l'IFER, l'imposition forfaitaire des entreprises de réseau, qui, elle, a été différée. Donc les grands principes d'un régime applicable, les grands principes de la réforme du régime de responsabilité des gestionnaires publics, ce qui n'est pas neutre pour tous les maires que vous êtes. Donc on a un régime applicable à l'ensemble des agents publics comptables comme ordonnateurs, c'est-à-dire les élus et aussi bien les agents de la collectivité. Il vise à sanctionner plus efficacement les fautes graves relatives à l'exécution des recettes et des dépenses ou à la gestion des biens provoquant des préjudices financiers significatifs. Il est prévu d'instaurer la possibilité de prononcer une peine d'interdiction temporaire d'exercer les fonctions comptables ou d'avoir la qualité d'ordonnateur. Suppression de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics, qui relevait jusqu'ici de la compétence juridictionnelle des chambres régionales des comptes et de la Cour des comptes. Création d'un régime commun aux comptables et aux agents publics non élus, sanctionnant la faute grave ayant causé un préjudice financier significatif aux entités publiques. Ce régime de responsabilité reposera sur 3 niveaux de jugement: une chambre juridictionnelle formelle à la Cour des comptes, première instance, une cour d'appel, et enfin le Conseil d'État en cassation. Donc on note une responsabilité accrue des élus locaux et des agents publics, ce qui nécessite de se renforcer en interne des collectivités concernant les procédures juridiques et comptables. Sur le calendrier prévisionnel, donc loi de finances pour 2022 autorisant le gouvernement à légiférer la réforme par voie d'ordonnance fin 2021, premier trimestre, semestre 2022, ordonnance du gouvernement, 1er janvier 2023, entrée en vigueur de la réforme. Quelques conclusions sur le PLF 2022. Donc, à ce stade, le projet de loi de finances qui est mis en débat au Parlement ne devrait pas apporter de bouleversement majeur pour les collectivités. Toutefois, derrière ce calme apparemment et cette volonté rassurante de préserver les ressources des collectivités, pourraient ressurgir des éléments plus inquiétants. La réforme de l'assiette des IFER, j'en ai parlé tout à l'heure, sur les stations mobiles, dont un rapport de l'Inspection générale des finances avait dévoilé cet été les contours. Les débats qui persistent sur les impôts dits de production, malgré les allègements conséquents déjà décidés l'an passé, le questionnement du financement du déficit public et de ses implications sur les budgets locaux. Enfin, on se rappelle que le dispositif d'encadrement des dépenses locales, le dispositif dit de CAOR, s'arrêtait avec la dernière loi de programmation des finances publiques 2018-2022, sans prévoir la suite. Donc une autre histoire commencera après l'élection présidentielle de 2022. Je ne sais pas s'il y a des interrogations à ce stade, des interventions. Hein? Que ça, les interrogations. Je continue.
Donc le diagnostic financier et fiscal du territoire. Donc, je remercie là aussi les services qui sont derrière moi et puis qui travaillent sur la partie finance et différents directeurs thématiques aussi qui ont préparé ce document. Et cette année, on a voulu aussi faire ressortir à l'échelle du bloc local, souvent présenter les comptes que de la collectivité. Et il nous paraissait pertinent de faire ressortir aussi l'ensemble des communes qui représentent le bloc local avec la communauté d'agglomération. Donc on rappelle le contenu du caractère financier atypique de la commune du Mont-Saint-Michel, faible population et charge de centralité importante. Cette commune a été volontairement enlevée du périmètre de l'étude pour permettre une meilleure lisibilité des données. Alors c'est rien, Jacques il n'est pas là ce soir, je sais pas, j'ai pas vu. Non. Donc ça n'a rien à voir avec une volonté de mettre de côté, mais quand on fait des ratios à l'habitant, on se trouvait avec des graphiques qui explosaient et puis des indicateurs très difficiles à lire pour les autres communes. Donc on a préféré l'extraire pour avoir une lecture graphique qui soit lisible au niveau du document. Par ailleurs, les seules années 2019-2020 ont été retenues puisque les regroupements de communes rendent difficilement exploitables et comparables les années antérieures. Les chiffres présentés sont ceux des comptes de gestion remontés par la Direction générale des finances publiques. Il me semble toutefois nécessaire de prendre certaines données avec les précautions d'usage et des recherches complémentaires. Donc on vous a remis la population, là pas de souci. La situation financière du territoire. Donc on vous rappelle les grands principes de l'épargne de gestion. Donc on prend les recettes fiscales, dotation, services, on enlève tout ce qui est achat, personnel, contingent, ce qui permet de dégager une épargne de gestion. De cette épargne de gestion, on enlève le solde financier et exceptionnel pour avoir l'épargne brute. Ensuite, on enlève l'amortissement du capital de la dette pour avoir l'épargne nette. Et de cette épargne nette, c'est là qu'on fait nos investissements, avec, pour compléter, soit des emprunts, des FCTVA et des subventions. C'est un petit graphique qui est assez simple et qui permet d'avoir une lecture claire quand on parle d'épargne de gestion, d'épargne brute ou d'épargne nette. Là, vous avez une lecture consolidée des épargnes de gestion des communes. Donc, sur toutes communes confondues, on arrive à des recettes réelles de fonctionnement de 84 millions d'euros à peu près, pour 62 millions d'euros de dépenses réelles de fonctionnement, ce qui nous donne une épargne de gestion de 23 millions d'euros et une épargne nette de 13 millions d'euros, avec un résultat de clôture de 53 millions d'euros. Ce qui devient intéressant, c'est quand on fait en comparaison avec la communauté d'agglomération, la consolidation des épargnes nettes communes de la communauté d'agglomération, mais 2019-2020. Sur 2020, on est sur une épargne nette à 18 millions d'euros, dont 13,8 millions pour les communes et 4,7 millions pour la communauté d'agglomération. Vous avez un autre format de graphique qui est présenté sur la droite. Donc les communes représentent quand même 75% de la CAF nette du territoire communautaire. Vous avez ensuite une épargne nette rendue par habitant, et elle est globalement meilleure pour les communes issues de fusion. Je ne rentre pas dans le détail, comme en commission je l'ai dit, on est tous pareils quand on voit la liste, on cherche sa propre commune pour savoir où on se situe. Donc je ne vais pas faire toute la lecture. Tous les élus que vous êtes, vous avez bien trouvé votre commune dans le petit graphique. Ceci s'explique en partie par une bonification DGF lisible pour les communes fusionnées. Donc ça, c'est la DGF en euros par habitant. Vous avez l'évolution de la DGF du bloc communal. Donc vous avez quasiment une stabilité. La DGF représente environ 35 millions d'euros pour notre territoire. 80% de celle-ci est perçue par les communes. D'autant que la DGF de la communauté d'agglomération est en légère baisse chaque année, alors que celle des communes augmente légèrement de manière consolidée, ce qui ne signifie pas que toutes les DGF communales individuelles augmentent, comme illustré dans la diapositive suivante. Vous avez l'évolution annuelle moyenne de la DGF qui vous est présentée. Vous avez le FPIC en euros par habitant. Le FPIC par habitant est quant à lui beaucoup plus homogène. On va de 10 à 28 euros. Quand on prend l'endettement à l'échelle du bloc communal, donc on voit sur l'année 2020 qu'on est sur un stock de dette du territoire communautaire à 95 millions d'euros, 67 millions quasiment pour les communes, donc 70%, et 28 millions d'euros pour la communauté d'agglomération. La capacité de désendettement du bloc communal, donc vous voyez qu'elle a baissé aussi bien pour la partie commune ou le PCI. Elle était de 3,9, elle est passée à 3,2 et de 3,8, elle est passée à 3,1. Vous avez des capacités de désendettement disparates en fonction des communes. Vous avez une lecture
Désolé. Vous avez une lecture juste en dessous, commune par commune. Alors ça va prendre avec des pincettes aussi, hein. Une année ne fait pas forcément l'autre. Il peut y avoir des fois des choses un peu exceptionnelles sur une année. Et ça donne des indicateurs. Concernant les dépenses et recettes réelles de fonctionnement, budget consolidé commune EPCI, sur les dépenses de gestion, on est de 60 millions à 59 millions, et sur les recettes, plus de 83, à peu près la même chose, 83,2 à 83,3. Quand on prend la répartition des dépenses de fonctionnement du bloc communal, donc on voit que sur les 108 millions d'euros, vous avez des dépenses de personnel pour 45 millions d'euros, des charges à caractère général pour 28 millions d'euros, des autres charges de gestion pour 20 millions et des atténuations pour 13 millions. Les charges de personnel représentent 41% des dépenses du fonctionnement du bloc communal. La répartition des dépenses de gestion du bloc communal, donc il y a 108 millions d'euros, 49 pour la communauté d'agglomération, 59 pour les communes, 45% des dépenses de gestion sont portées par la communauté d'agglomération. Je vous fais fi des différents ratios en euros par habitant, c'était juste pour l'indication. Vous avez la répartition des recettes du bloc communal, vous l'avez en pourcentage, vous l'avez juste après. Vous l'avez en pourcentage sur la partie gauche et en chiffres sur la partie droite. On vous rappelle que les impôts et les dotations représentent respectivement 57 et 32% des recettes du bloc local en 2020. Il sera intéressant de comparer cette proportion en 2021 afin de mettre en avant la perte de levier fiscal du bloc communal. Concernant les recettes de gestion, donc 140 millions, 83 communales, 57 communauté d'agglomération, 41% des recettes sont perçues par la communauté d'agglomération. Vous avez deux choses qui suivent ensuite sur les principales recettes fiscales, je vais pas rentrer dans le détail, et les recettes de gestion en euros par habitant. Je vais vous proposer de passer directement à la répartition des dépenses d'investissement au sein du bloc local en 2020. On est sur un volant de 30 millions d'euros. Les dépenses d'investissement du bloc communal sont élevées à 30 millions sur le territoire communautaire, étant précisé que les communes ont porté 87% de ces investissements et 4,1 millions pour la communauté d'agglomération. Vous avez ensuite le mode de financement de l'investissement du bloc communal, donc avec l'épargne brute, les recettes d'investissement, un solde net de dette et une variation du fonds de roulement. L'investissement a été financé par la CAF brute ainsi que les subventions perçues. Le niveau d'investissement relativement faible en 2020, 30 millions contre 42 millions d'euros en 2019, s'est traduit par une hausse du fonds de roulement de plus 6 millions d'euros et un effet de désendettement de moins 6 millions d'euros, sachant que l'année 2020 était une année particulière pour tous les budgets communaux et communautaires. Le potentiel fiscal est un indicateur de la richesse fiscale de la commune. Il est égal à la somme qui produirait les 4 taxes directes de la collectivité si on appliquait aux bases communales de ces 4 taxes le taux moyen national d'imposition à chacune de ces taxes. Vous avez le potentiel fiscal en euros par habitant et le revenu par habitant des communes. Je ne fais pas de détails. On va parler de la dette, donc les informations relatives à la structure et la gestion de l'encours de la dette. Donc on a un endettement maîtrisé, l'évolution du capital restreint des emprunts au 1er janvier sur le budget principal. On voit que depuis la création de la communauté d'agglomération entre 2017 et au 1er janvier 2022, la communauté d'agglomération sera désendettée de 10 millions d'euros. Vous avez ensuite la structure de la dette, donc c'est une lecture consolidée de l'encours de la dette de la communauté d'agglomération. Vous avez des camemberts pour savoir d'où viennent nos emprunts, comment ils sont, fixes, variables, les CRD. Je vous ai déjà présenté ça cette année, ils ont juste évolué, mais c'est une année de plus. Donc vous avez la répartition par banque, la charte de bonne conduite, donc la charte Gisler, qui permet de voir si nos emprunts sont sains ou pas. Voilà. On sait qu'à 98%, il n'y a aucune difficulté, qu'on en a qu'on a quelques-uns, 3% et 0,16 qui sont plutôt en note B3 ou en note B4. Ceux-ci sont des emprunts sur lesquels nous avons les yeux rivés dessus. Tant que les conditions aujourd'hui ne changent pas, ce n'est pas des gros emprunts. Tant qu'ils ne changent pas, on reste comme ça, on n'est pas perdant. Et le jour où on verra que l'évolution peut changer, peut-être qu'on anticipera et on soldera rapidement ces emprunts. Voilà. Donc ce n'est pas un risque,
tant que la stabilité est présente. Si demain les choses devaient changer, on se permettrait de rembourser par anticipation ces quelques emprunts. L'échéance des emprunts, donc pour l'année 2022, un effort sera poursuivi pour rembourser les emprunts trimestriellement et sur le mois de janvier, d'avril, juillet et octobre. Donc vous avez la répartition des prélèvements. Vous voyez que ça fait des à-coups, ça peut avoir des impacts des fois sur notre trésorerie. Donc si on doit reprendre demain des emprunts, on essaiera d'avoir une stabilité au niveau de nos emprunts en termes de mensualité. Je perds la bout de feuille, non, c'est bon. Les projections budgétaires en matière de charges de personnel. Donc sur le budget général, sur l'année 2020, on était à 14,2 millions. Année 2021, avec un prévisionnel sur les 3 mois restants, on sera à 15 324 plus 1 million d'euros. Et vous avez les principales raisons de cette augmentation, dont la plus grosse partie revient à 630 000 euros suite au licenciement lié à l'abattoir. Vous avez le CIA qui a été mis en place pour 100 000 euros, la prime de précarité pour 15 000 euros, les ruptures conventionnelles et l'impression de retour d'emploi pour 65 000 euros, et la structuration de l'agglomération, 80 000 euros, avec l'arrivée de notre informaticien que nous avions ouvert le poste depuis longtemps, mais il n'avait toujours pas été recruté. Donc plusieurs éléments sont à prendre en compte dans les prévisions de 2022. Le transfert des 5 agents de l'ACL de Saint-Martin-des-Champs au 1er janvier 2022, soit un montant de 150 000 euros, avec une compensation par la CLEC, parce qu'il faut une neutralité entre communes et comités de l'agglomération. Les recrutements qui sont à l'étude, et on va le voir tout à l'heure, sur un responsable de sport et secteur associatif, un thermicien, un technicien bureau d'études, chargé de mission habitat privé et peuplement, chargé biodéchets, 2 maîtres composteurs au sein du service déchets. Certains postes feront l'objet de recettes ou d'atténuation de charges, comme suit. Donc pour les services à la personne, stratégie sur les équipements sportifs et relations aux associations. Sur le technicien bureau d'études, l'idée c'est de venir en appui aux besoins des communes et de proposer un service. Alors ceux qui étaient sur Avranches Mont-Saint-Michel préalablement, vous avez connu un bureau d'études qui permettait de faire vos dossiers. L'idée c'est d'essayer de l'étendre et d'avoir un service assez structuré pour répondre à l'ensemble du territoire. Parce que toutes les plus communes ne savent pas forcément que ce service existait. Aujourd'hui, il n'était pas assez structuré. L'idée c'est de structurer pour répondre aux besoins des communes sur des projets que les communes auront apportés chez elles. Un thermicien, donc on a des enjeux énergétiques importants et un poste qui devra être autofinancé par les économies d'énergie avec un appui aux communes qui est à étudier. C'est pareil, un thermicien à l'échelle de la communauté d'agglomération, ça c'est déjà un premier pas, mais je pense que les communes aussi sont concernées et que des fois des améliorations en termes énergétiques, je sais que le SDEM fait ce genre de choses, mais il faudrait qu'on voit comment on peut construire ça ensemble et quels sont les besoins des communes pour développer ce service. Un chargé de mission politique de peuplement, donc c'est la mise en place des instances réglementaires, CIL, PPG, DID, pilotage politique de peuplement, animation du volet public spécifique du PLH, un chargé d'opération habitat privé, donc avec un coût de poste à 40 000 euros, mais une indemnisation de charge à 62 000 euros. En fait, c'est juste la reprise en régime de prestation actuellement externalisée. Ensuite, on a les postes qui concernent les déchets. Donc sur le total des postes qui seraient créés pour l'année 2022, on est sur un total de 305 000 euros, avec des atténuations de charges et ou des subventions. On sera à 198 000, et donc un reste à charge provisionnelle de 80 000 euros sur les postes créés. Toujours concernant les salaires, donc l'augmentation du SMIC au 1er octobre 2021 et la revalorisation des grilles indiciaires pour les agents de catégorie C, indice brut inférieur au taux horaire du SMIC, soit pour l'échelon minimum un passage de 332 à 340, soit une augmentation de 40 € brut par mois pour les agents qui sont concernés. Il est proposé de reconduire un revenu budgétaire pour l'année 2022 de 100 000 euros et un bilan sera fait en cours d'année sur l'attribution du CIA. En fonction des orientations et décisions politiques, il sera nécessaire d'étudier le recrutement exemple PESL, mise en place de tarification incitative des déchets, mobilité, ADAP. Ainsi, le montant du chapitre 012 charges de personnel est estimé à 15 600 000 pour l'année 2022.
Médecine préventive. Donc, concernant la médecine du travail, le centre de gestion modifie sa prestation. À ce jour, nous sommes facturés à la visite médicale de 83 € par agent, ayant une visite médicale. À compter du 1er janvier 2022, nous serons facturés par rapport à un forfait de 49 € par agent, soit un montant d'environ 23 000 €. Une étude sera faite en fin d'année prochaine pour analyser le coût d'une visite médicale. On va parler un petit peu des budgets annexes. Donc le budget GEMAPI. Donc l'évolution du budget GEMAPI s'explique par une structuration du service, notamment avec le recrutement de 3 techniciens et le recrutement d'un ingénieur sur la partie protection des inondations. Pour rappel, les postes de la GEMAPI sont subventionnés fortement en 2022 à un montant de 351 328 €. Et je rappelle l'objectif qui était son mandat, c'était de rester au même niveau que quand la mise en place de la taxe GEMAPI a été mise, c'est-à-dire 450 000 € à l'échelle de notre territoire. Concernant le budget assainissement, donc le budget assainissement collectif 2022 tient compte des recrutements votés. Pour autant, la collectivité rencontre des difficultés de recrutement. Nous sommes toujours à la recherche de tout technicien branchement et assainissement. Concernant le maintien du budget de formation 2022, en 2022, un souhait de 50 000 € dédié à la formation des agents. Ce budget comprendra 20 000 € dédiés au permis et habilitation, 10 000 € consacrés à l'accompagnement des bilans de compétences et projets individuels, 6 000 € pour les formations BAFA, BFD, liées à l'encadrement dans les centres de loisirs. Le reste de l'enveloppe permet de répondre à des besoins spécifiques pour lesquels ce CNFPT ne propose pas de formation. Donc, je tiens à le rappeler, au sein des collectivités locales, ça peut paraître peu, c'est enveloppe de 50 000 €, mais le centre de formation publique, c'est le CNFPT qui propose des formations aux agents, et on se crée une enveloppe pour des formations spécifiques que le CNFPT ne répond pas. Ce budget est identique à celui de 2021. Concernant les avantages en nature, donc le nombre d'agents concernés pour l'année 2021 sur la participation santé était 173 pour 13 905 €. Sur la participation de prévoyance, c'était 18 pour 1 080 €. En 2022, des négociations seront à prévoir du fait d'une évolution de la loi. Concernant le CNAS, sur la période 2021, on était à 98 492 € pour 495 bénéficiaires, 170 bénéficiaires avec prestations. Nous constatons une baisse de l'utilisation des prestations qui est sûrement due aux différents confinements, pas d'achat de places de concert, de parcs d'attractions ou autres. Une communication est faite non seulement auprès des agents, via la lettre interne pour informer les agents des nouveautés proposées par le CNAS. Concernant la structuration des effectifs sur l'exercice 2021, effectifs rémunérés sur emploi permanent et non permanent. Donc vous avez en 2021 322 fonctionnaires et 77 contractuels. Et après vous avez, en fonction des contrats qui sont juste en dessous, vous avez les effectifs par filière. Donc, on constate que la filière technique et administrative est surreprésentée au sein de notre collectivité. Ces données sont stables depuis 2017. L'effectif par direction, il vous est donné en pourcentage. Nous constatons que les directions des services à la personne et artistiques et culturelles représentent plus de la moitié des effectifs de la collectivité. Vous avez les effectifs par catégorie hiérarchique, A, B ou C, ou sans catégorie. Vous avez la pyramide des âges et l'âge moyen. L'âge moyen de la collectivité est de 42 ans. Concernant l'absentéisme, vous avez un taux d'absentéisme qui est présenté sur le document. Je ne vais pas tout vous lire. Vous voyez, en tant que fonctionnaire, contractuel permanent, l'ensemble des agents permanents. Notre absentéisme reste stable. Le coût des remplacements pour l'année 2021 s'élève à 500 000 €. Dernier point qui concerne l'analyse financière rétrospective au regard des orientations budgétaires. Donc l'analyse financière rétrospective de la communauté d'agglomération a été réalisée par comparaison avec 2 panels de collectivités. On a vu pouvoir se comparer avec les 8 EPCI de la Manche. Et on a aussi été se comparer avec des comités d'agglomération avec une strate de population similaire. Donc on a le CA du Pays Voironnais dans l'Isère, l'agglomération d'Agen, celle de Saint-Malo, Rouennais-Agglo, Roche-sur-Yon-Agglo. Les comparaisons sont toutefois à prendre avec précaution, s'agissant de PCI, dont le périmètre des compétences peut être différent, et avec des modes de gestion qui peuvent également être différents, DSP ou régie. Mais l'idée c'était d'avoir les indicateurs pour pouvoir un peu se comparer.
Donc en prenant ces différents indicateurs, je ne vais pas rentrer dans le détail. On a fait des petits tableaux qui vous permettent de se comparer par rapport à nos dépenses réelles de fonctionnement, par rapport à nos recettes réelles de fonctionnement, avec les EPCI de la Manche, les CA similaires, et à chaque fois vous avez en comparaison la partie gauche, droite. Vous avez les ratios de dépenses de personnel, dépenses réelles de fonctionnement se situent dans la moyenne. Notons que ce ratio est à interpréter avec précaution, puisqu'il dépend fortement du mode de gestion choisi par les collectivités, contrat de prestation, régie, DSP. La comparaison à l'évolution de la CAF nette des EPCI. Donc vous avez sur la partie gauche l'épargne nette par habitant entre interco de la Manche. Et on l'a fait sur les 4 années 2017, 2018, 2019, 2020. Vous voyez que la communauté d'agglomération quand même est en bonne augmentation, avec une épargne nette qui vient de mieux en mieux, si je puis dire. Et vous avez une comparaison par rapport aux différentes autres collectivités. Comme illustré sur les graphiques, la communauté d'agglomération dispose dorénavant d'un niveau de CAF net satisfaisant, lui permettant de financer son programme pluriannuel d'investissement. Ce qui est intéressant de voir dans ces graphiques, c'est un peu la dynamique qui est prise. Vous vous rappelez en 2018, quand on a eu un débat sur l'effet ciseaux, là on voit qu'on part sur une épargne nette quand même qui évolue positivement. C'est très bon, c'est une très bonne augure pour l'avenir. Comparaison du niveau d'investissement du comité d'agglomération à l'échelle nationale. Le niveau d'investissement de la comité d'agglomération a été relativement faible en comparaison avec les EPCI de même strate. Cela s'explique par le souhait politique de retrouver des marges de manœuvre financières, CAF net satisfaisantes, avant d'engager de nouveaux programmes d'investissement. Notons toutefois que ce faible niveau d'investissement a eu des répercussions importantes sur les FDTP de la communauté d'agglomération. Vous avez ensuite des comparaisons du niveau d'investissement des EPCI voisins. Le constat est similaire en comparant avec les EPCI voisins. Le niveau d'investissement de la communauté d'agglomération est relativement faible. Concernant le stock de la dette de la communauté d'agglomération, il est relativement élevé comparativement aux autres EPCI. C'est pourquoi la communauté d'agglomération s'est engagée dans une trajectoire de désendettement sur les emprunts les plus coûteux. L'objectif étant à 245 € par habitant au 31 décembre 2021. Concernant la capacité de désendettement des EPCI, située sous la barre des 4 ans, la capacité de désendettement de la communauté d'agglomération est correcte et dans la moyenne des EPCI pris en comparaison. Concernant l'actualisation du PPI, la mise en œuvre du PPI, voté le 15 avril dernier, se déroule conformément au calendrier prévu. Pour rappel, afin d'accompagner les chefs de projet, il a été fait le choix d'être une solution mixte visant à conserver un pilotage en interne par le bureau d'études communautaires, une partie des projets, conserver un pilotage interne avec l'appui d'une assistance à maîtrise d'ouvrage, une AMO, une partie des projets, et effectuer une délégation de maîtrise d'ouvrage pour la réalisation de certains projets. La ligne de partage des modalités de pilotage des dossiers a été définie en interne et le schéma a été retenu lors de la commission d'appel d'offres du 21 octobre pour assurer la délégation de maîtrise d'ouvrage de certains projets. Le PPI ayant été voté le 15 avril, la version présentée ci-après repose principalement sur un ajustement du calendrier et la réutilisation du montant des appels d'offres. Il est toutefois proposé d'ajuster le PPI sur 3 aspects principaux. Le maintien en bon état du patrimoine communautaire. Une enveloppe de 400 000 € avait été votée lors du PPI. Il s'avère que cette enveloppe est manifestement sous-dimensionnée au regard du patrimoine à entretenir, de la communauté d'agglomération et des mises aux normes à effectuer. C'est pourquoi il est proposé de rajouter 150 000 € par an. La réalisation des PSLA, autofinancés par les loyers, PSLA de Ducé en cours d'études, PSLA de Bresset en cours d'études, et l'extension du PSLA de Pontorson en cours d'études. La réflexion sur la zone éco-loisirs de l'écoparc, voire ci-dessous. Alors, vous avez tout un point qui est fait dessus. On vous rappelle que la superficie est de 28 hectares, 24 coques achevées le 30 septembre 2014, un permis d'aménager fondé notamment sur les activités de loisirs. Pourquoi développer une activité de loisirs? Pour répondre aux préconisations du document d'urbanisme, pour implanter les activités générant des retombées économiques sur le territoire, effet multiplicateur, pour ne pas installer la zone uniquement dans les entrepôts de stockage, le faire vivre, pour singulariser le territoire, en faire une destination reconnue pour certaines pratiques sportives et du loisir, des activités qui génèrent des nuitées, une consommation non délocalisable, concourent à développer un sentiment d'appartenance, renforcent le lien social et peuvent constituer un levier d'inclusion.
Le potentiel des activités sportives et loisirs, il y a une hausse de 60% entre 2009 et 2019. Les grands événements sportifs représentent 50 milliards d'euros par an. En 2014, on estimait que le salarié dans la filière sport croissait 4 fois plus vite que le salarié global sur les 20 dernières années. L'OCDE, ce qui suggérait dès 2012 de développer le sport comme un des relais privilégiés d'activité dans le cadre de son approche sur une nouvelle source de croissance, et de capitaliser à la fois sur le tourisme et sur le sport loisir, deux secteurs en pleine expansion, et accroître la visibilité du territoire. Un travail engagé et des perspectives qui méritent une réflexion globale. Nous avons 2 bassins de kayak polo en cours de finalisation, de nouvelles opportunités d'implantation exclusive, un stand de tir qui ne répond pas aux besoins d'entraînement des gendarmes et des pratiquants et dont l'implantation historique ne convient plus à l'urbanisation aujourd'hui. La spécificité de la discipline et le peu de structures existantes attiraient des pratiquants éloignés, générant des séjours. Un besoin de récupérer certains locaux fléchés vers de nouvelles fonctions et la nécessité de retrouver des lieux de pratique qui permettraient des compétitions. Des besoins communs en matière d'infrastructure, clubhouse, sanitaire, stationnement, qui imposent de réfléchir en fonction logistique à mutualiser. Les résultats attendus. Donc dimensionner le projet pour qu'il génère des retombées économiques avérées. Ne pas surdimensionner des équipements dont il faudra assumer les charges de fonctionnement. Concernant les suites à donner, missionner un programmiste pour recenser les besoins, établir précisément les objectifs à atteindre, dimensionner les structures en conséquence, aider la collectivité pour désigner le maître d'œuvre. Une provision de 100 000 € permettrait de lancer le projet dès 2022. On vous représente le PPI réactualisé. Je ne vais pas rentrer dans le détail. La dernière fois en commission, on avait vu qu'il y avait un petit oubli sur une copie-collée. Je pense qu'il a été rectifié depuis. Concernant la prospective financière, donc les hypothèses, une harmonisation du taux de TOM en 2021-2022 afin d'équilibrer le budget annexe OM prévu pour le 1er janvier 2023, le maintien du taux de la fiscalité directe locale, la poursuite de la maîtrise des dépenses de fonctionnement à 2 à 3%, le PPI réajusté comme présenté précédemment, l'augmentation prudente des bases fiscales CFE 2,5, tome 2 et FB2, la création du budget annexe OM n'est pas pris en compte dans la simulation présentée. Donc on vous fait une projection avec ces simulations de 2020 à 2026. Concernant le fonctionnement, vous avez donc les recettes et les dépenses. Concernant l'épargne, on a effet de fin d'activité de l'abattoir, c'est pour ça que vous avez une grosse cassure sur l'épargne. On vous remet les grandes masses en termes d'équipement brut, de PPI, de subventions d'équipement versées, autres dépenses hors dette et l'investissement additionnel. Concernant l'endettement, la projection qui est souhaitée. Ensuite, une lecture sur le budget annexe. Donc on a le budget annexe zone d'activité, 61 zones d'activité économique à l'échelle de l'agglo, comprenant l'écoparc et la zone d'activité équine. Un projet de création d'une nouvelle zone d'activité sur la commune de Saint-Quentin-sur-le-Haume, 25 ZA dans les budgets annexes, dont une ZA équine et un ZA commun, des travaux prévus. Je ne vais pas vous faire la liste exhaustive, mais vous les lirez. Elle concerne différentes zones d'activité de la collectivité. Pour l'ensemble des zones d'activité, ZA commun, 33 000 € d'entretien de voirie, 17 000 € d'entretien d'éclairage et du bornage pour 10 000 € pour un total de 60 000 €. Au niveau des recettes, on est sur un total de 296 289 avec des ventes. Concernant le budget atelier relais, donc parcours d'entreprise comprenant notamment 13 ateliers relais et 4 bâtiments à usage tertiaire, hors tiers-lieu, un local commercial et un local mis à disposition à la mairie de Tirpier pour une MAM, une maison d'assistance maternelle. Donc vous avez des projections aussi avec le bâtiment d'OVA, espace éco-Michel Touré avec des travaux pour 33 000 €, Tirpier. Je fais fi de la lecture de tous les travaux. Pour l'ensemble des bâtiments à vocation économique,
atelier commun, 33 000 € hors taxes en fonctionnement, travaux de maintenance, contrat d'entretien, fourniture, et 10 000 € en investissement, mise en conformité à l'arme d'acteurs et travaux d'aménagement. Concernant le budget annexe GEMAPI, les principales opérations d'investissement, Rivière 1 045 000, Bocage 370 000 et Protection des innovations 386 000. Concernant le SPANC, 1 240 000. Convention de mandat, donc l'agence de l'eau 2022-2024. Programme de réhabilitation dispositif ANC, travaux études, 11e programme. Concernant le budget assainissement collectif, les principales opérations d'investissement avec différents scénarios qu'on a vus en commission il n'y a pas très longtemps. Je ne vais pas rentrer dans le détail, il y a plusieurs options possibles. Les choses ne sont pas encore tranchées, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. On arrive au bout de la lecture. Merci David. Bon, pour beaucoup d'entre vous, cette présentation n'est pas une nouveauté puisque elle a déjà fait l'objet de présentations à différentes occasions, notamment en commission des finances. Et puis, si vous suivez certains travaux de commission, vous allez retrouver des éléments qui ont été rassemblés. Néanmoins, puisque ça s'appelle débat d'orientation budgétaire, nous vous cédons la parole pour évoquer certains aspects. Donc, n'hésitez pas à vous exprimer, à questionner ce document, à demander des éclaircissements si tout n'a pas été clair. Moi, ce que je souligne quand même, et ce qui est quand même très intéressant dans cette présentation, c'est de faire le lien entre nos communes, rassemblées donc dans ce bloc de communal, et la communauté d'agglomération, à la fois en termes de charges, aussi en termes de capacité à investir, à fonctionner, aussi à l'aune des dotations, notamment la fameuse DGF, voir comment les choses se répartissent. Et finalement, parfois, on peut avoir des intuitions, notamment sur la richesse du bloc communal ou de la communauté d'agglomération, qui méritent d'être rectifiées. Je trouve que ça donne un éclairage assez différent de ce que nous sommes tous ensemble à l'échelle de nos communes et de cette communauté d'agglomération. Voilà, est-ce que vous avez des observations à faire ou des questions à poser? N'hésitez pas à intervenir et à débattre, parce que c'est l'objectif. Après, c'est un débat d'orientation sans débat. On l'a déjà eu, ça. On l'a déjà eu. Oui, j'ai une question par rapport au coq de l'écoparc. Combien seront destinés aux activités de loisirs, sachant que on sait que dans le cadre de la zéro artificialisation nette, on aura des soucis pour offrir des terrains aux entreprises qui souhaiteront s'installer peut-être dans 10 ou 15 ans sur notre territoire. Je ne sais pas, est-ce qu'on a réfléchi au nombre de coqs qui pourraient peut-être intéresser un jour de potentiels investisseurs pour leur entreprise, ou est-ce qu'on consacrera la moitié du parc à des loisirs? Bonjour, alors je vais prendre la parole, moi c'est Sophie qui a parlé, excuse-moi, j'étais pas sûre de ta voix. Alors pour l'instant, on a quand même 23 coqs ou 24 coqs, donc il y a quand même pas mal de coqs aujourd'hui. On a 4 coqs qui sont utilisés. On est en train de refaire un atelier relais avec 2 ateliers relais sur une seule coque en fait, qui va être fait prochainement pour faire venir des entreprises. Et pour l'instant, les demandes des entreprises, c'est beaucoup d'achats. Or, c'est compliqué aujourd'hui pour notre agglomération de vendre des coques. On sait qu'on est dans l'impossibilité de le faire puisque le montage financier n'est pas possible et que ça coûterait vraiment trop cher. Donc pour l'instant, effectivement, il faut qu'on trouve une solution. Donc ce ne sera pas la moitié des coques du tout pour le loisir, c'est pas prévu. Il y a quelques... Mais effectivement, pour l'instant, on est sur 4-5 coques qui pourraient être aménagées. Au niveau du loisir, mais en sachant que le loisir, ça reste aussi de l'économie, malgré tout. On peut faire tout un tas de choses avec du loisir et il ne faut surtout pas qu'on ait l'impression d'empêcher des entreprises de venir parce qu'il y aurait quelques activités de loisirs sur cet écoparc.
Alors moi, c'est surtout une question qui concerne les salariés. Donc là, je suis assez surprise de voir le montant d'augmentation brute mensuelle de 40 €. Alors ça concerne tous les salariés. Non mais voilà, c'était pas clair pour moi, et c'est peut-être une déformation professionnelle, mais ça m'a paru très faible. Non, non, alors c'est les agents de catégorie C qui sont concernés, certains, pas tous. Hein. On a déjà eu un volant d'augmentation il y a 1 an et demi, 2 ans, je crois déjà. Donc c'est un rattrapage sur certains salaires, donc ça ne concerne pas tous les agents. Certains agents de catégorie C qui sont concernés. Et au niveau des augmentations salariales, les salariés sont augmentés tous les 2-3 ans en moyenne. Je ne sais pas si vous avez une moyenne. Dans la fonction publique, logiquement, vous avez des évolutions d'avancement de grade. Et je vois qu'ils ricanent derrière parce qu'on parle de leur salaire, je ne sais pas. Ça passe salaire, c'est ça. Donc apparemment, ça ne augmente pas assez vite. C'est ce que je crois comprendre. Là, j'ai été très surprise, moi, quand j'ai vu la rémunération de ma secrétaire de mairie. Je lui ai dit, mais c'est extrêmement faible quand on va revoir ça à la hausse. Ouais, c'est ça. Mais en fait, il n'y a pas de... Ce qu'on vit depuis la création de la communauté d'agglomération, c'est essayer de retrouver des équilibres aussi dans l'organigramme. Chaque collectivité a sa propre politique, on va dire, en matière de salariale, soit par l'histoire, soit parce que les choses sont faites comme ça. Et vous doutez bien, quand vous êtes responsable d'un service avec 5 agents et que vous devenez responsable d'un service avec 50 agents à gérer, forcément, ça nécessite de revoir un peu les salaires. Donc certains le comprennent bien et comprennent que ça va en évoluant. Et d'autres préfèrent partir. Donc on a des nouveaux qui arrivent, mais qui demandent des salaires qui sont assez imposants. Donc c'est un vrai comment dirais-je, un vrai casse-tête de trouver le bon équilibre, de faire comprendre aux agents qu'on ne peut pas tout aller vers le haut et qu'on a quand même à maîtriser toutes nos dépenses de fonctionnement. Moi, on est bien conscient que certains fonctionnaires ne sont pas assez bien payés. Alors on a conscience d'être sur un territoire qui est aujourd'hui attractif en termes d'emploi. Enfin, territoire qui offre des opportunités d'emploi. Et pour en avoir échangé il y a quelques semaines avec quelques chefs d'entreprise, de grandes entreprises du Sud-Manche, ils rencontrent le même problème. Aujourd'hui, ils sont obligés de revoir à la hausse leur proposition salariale de façon à recruter. Et il s'avère, après une étude qui a été faite par le service des ressources humaines, il pourrait en parler bien mieux que moi, qu'en prenant les principaux postes de notre communauté, les postes de direction, en additionnant la masse salariale qu'ils représentent et en la comparant à des communautés de communes ou d'agglomérations de notre taille, on est environ 50% en dessous de la moyenne. C'est-à-dire que finalement, par héritage, on parle souvent des héritages des anciennes communautés de communes, eh bien nous avons intégré des agents dont les missions ont évolué, comme disait David, plus d'agents encadrés, plus de chantiers à conduire, à superviser, plus de responsabilités aussi d'un point de vue professionnel, et sans véritable revalorisation. On a évoqué, c'était présenté par David il y a quelques instants, les ressources humaines. Aujourd'hui, on n'a plus de directeur des ressources humaines, ou directrice. On recrute, on a eu plusieurs entretiens. C'est vrai que ce qui achoppe bien souvent, c'est la dimension salariale, même si nous l'avons considérablement retenue. On avait, pour la petite histoire, trouvé une très très bonne candidate, mais qui a fait le choix de rester dans le domaine professionnel où elle évoluait jusqu'à présent, parce que les indices salariaux étaient beaucoup plus intéressants dans la fonction publique à laquelle elle appartenait, ce n'était pas la territoriale. Donc pour ces raisons-là, elle a fait le choix de rester là où elle était. Donc c'est à nous d'avoir une vraie stratégie de recrutement qui s'appuie aussi sur notre capacité à être de bons employeurs qui rémunèrent bien les agents. Merci pour ces précisions. Y a-t-il d'autres interventions? N'hésitez pas. Personne ne s'est intervenu? Alors, ouais. Bien, bon, on a un petit peu débattu, c'est pas volumineux en termes de prise de parole, mais personne ne souhaite plus prendre la parole? Bien, écoute.
moi, je voudrais remercier David, qui s'implique énormément à titre personnel aux côtés de Nicolas et tout, pour nous proposer un document qui est quand même très facile à appréhender. C'est peut-être aussi pour ça que le débat est moins fourni. C'est quand même un document qu'il est facile de s'approprier pour bien comprendre quels sont nos enjeux budgétaires communautaires. Donc merci vraiment à David et à Nicolas et à toute l'équipe qui travaille sur ces préparations budgétaires qui sont, vous l'avez vu, assez volumineuses. On embrasse quand même beaucoup de domaines, beaucoup de secteurs, beaucoup de paramètres. Et je trouve que d'avoir encore une fois mis la dimension communale dans ce DUB, ça apporte beaucoup en termes de lecture. Et chacun pourra retrouver sa commune, voir où elle se situe dans ce panorama global. Voilà, donc merci à vous.